accueillir Justine Triet. Et on va mettre un peu plus de lumière sur la scène si c'est possible. On va descendre tant qu'il n'y a pas de lumière. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir quand on a vu le film, et à Cannes pour ceux qui étaient, et à Paris pour ceux qui n'y étaient pas. On a tout de suite pensé que c'était la priorité de l'année de recevoir Justine Triet, vraiment. Et le film n'avait pas encore la place, ce qui nous a réellement réjouis, parce que c'est un film incroyable. Voilà. Donc c'est plus compliqué d'en parler avant qu'après. Or, nous allons faire ça. On va en parler avant après, parce que Justine a un empêchement et ne pourra pas rester trop tard. Donc on va en parler un peu plus longuement que d'habitude. Ce ne sera pas juste une présentation express. Désolée. Ouais, c'est pas grave. En plus, je me tiens très bizarrement car j'ai un torticolis. Donc, pardon si j'ai une tête bizarre. C'est juste, on va faire certains mouvements. Il va falloir pivoter, tout ça. Bon, donc ça va être une espèce de défi quand même, parce que c'est un film fondé quand même sur les découvertes successives, sans être tout à fait des révélations. Attention de ne pas spoiler. C'est ça, voilà. Donc ça va être un grand jeu à deux, ça. De parler vraiment du film sans rien en dire. Voilà. Mais longuement. Et du coup, pour relever ce défi, t'es prête? On commence direct par une question Méliès. Un truc que personne t'a jamais demandé. Ouais. On va parler du chien. Ouais. Parce que il s'appelle Snoop. Abréviation possible de Snoopy, on pense. Alors c'est un hommage à... Tu sais à quoi? C'est un hommage à The Wire en fait, à Snoop. Ouais. Pardon, je vais décevoir ceux qui adorent Snoopy. Mais parce qu'il y a un t-shirt de Snoopy par ailleurs dans la bataille de Solferino. Le mec qui garde les enfants a un t-shirt de Snoopy. Ah ouais, d'accord, ok. C'est dingue, non? C'était il y a pas mal d'années, donc j'ai pas revu le film depuis 10 ans, donc du coup je... C'est vrai? Ouais. Alors, je vais t'apprendre des trucs sur le chien dans tes films. Vous êtes prêts, vous les tests? Non, je plaisante, mais... Parce que le chien, là, fait partie des personnages secondaires, c'est pour ça qu'on peut en parler, et pourtant il intervient très tôt, dès le début. Il faut laver le chien, il faut laver le chien, tout ça. Donc là, on ne révèle pas trop, c'est les 3 premières minutes du film. Ça va. Et en même temps, le chien est très présent dans tes films. D'abord parce qu'il y a quand même un chien témoin d'un procès dans Victoria. C'est vrai. C'est très importante. Qui explique peut-être le fait... Arrête. C'est l'interview canine. Ouais, voilà. T'as eu la dog palm, la palme dog, non? Tout à fait, ouais. Je l'ai enfin eu après 3 films où j'ai essayé... Mais oui, c'est ça. Ouais. Ils sont tout le temps partout, tout ça. Et en fait, si je regarde dans les films successifs, parce qu'ils sont quand même très présents, ces chiens, dans Mauvaise fille, vilain garçon, dans Mauvais garçon, vilain garçon, mais on peut le dire... il y a un truc sur le chien aussi, mais très fugace, hein, tu t'en souviens encore moins parce que c'est beaucoup plus tôt. Il y a un dessin de Thomas qui est un chien, et on lui demande si c'est positif ou si c'est joyeux ou triste, et on répond non, c'est neutre. Sur l'insert du chien. C'est vrai. Et du coup, mine de rien, ça me paraît être une introduction possible pour parler de ce drôle de personnage, du chien. Parce que par exemple, donc le chien est très important dans le film, on va rien dire sur ce qui se passe, mais il est là au début, à la toute fin. C'est un des acteurs principaux d'une scène de reconstitution, on peut dire ça comme ça. Mais il est aussi là au moment où on va découvrir le corps, ça on peut le dire, c'est l'affiche, la bande-annonce. Et tu choisis d'opter son point de vue pour faire découvrir. Oui, tout à fait. Pourquoi? Et pourquoi c'est un personnage important? Et pourquoi il prend presque la place d'un humain? Enfin, qu'est-ce qui fait que, dans ce film-là, mais on pourrait l'étendre à d'autres, il y a une espèce de confusion possible entre le règne animal et le règne humain? Non, mais ça a été des questions qui se sont posées très tôt, en fait, au moment de l'écriture, mais au tout début de l'écriture avec Arthur Harary, mon co-scénariste. C'est vrai quand on fait un film de procès comme ça, il y a tellement de films qui existent déjà, tellement le robinet à fiction est ouvert partout, sur les plateformes, partout. Donc c'est vrai qu'on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir refaire une scène de découverte de corps, voilà, tout ça. Donc on se pose des questions, et c'est vrai que cet animal finalement nous a permis de filmer ça autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de le regarder comme un faire-valoir de l'homme, ce qui est souvent le cas des animaux dans les films ou dans les... Voilà, on a essayé de le regarder comme un être à égalité avec l'homme, en fait, et de vraiment, des fois, être sous son point de vue. Alors on a été aussi... Franchement, je me suis inspirée pas mal d'un film que j'adore, qui s'appelle White Dog, de Samuel Fuller, d'où il y a 2-3 plans dans ce film qui sont vraiment inspirés. Et malheureusement, la grande différence avec Fuller, c'est que lui, il avait un chien vachement classe, qui était hyper lent, qui faisait des mouvements comme ça, etc. Donc lui, il pouvait faire son panneau derrière avec sa caméra tranquille. Moi, j'avais un border collier qui détalait comme un dingue. Et donc du coup, moi, je faisais des... Enfin, vous verrez, le plan est très rapide parce qu'on n'a jamais pu le faire marcher au pas.
Donc en fait, sa maîtresse m'a dit, tu verras, il va tout donner pendant 10 prises, et puis après, il fera plus rien. Il bougera plus comme ça. Donc du coup, elle m'a dit, il est très en forme, il est performant. Mais du coup, tu pourras pas. Donc c'était un jeu hyper drôle parce qu'elle, vous le verrez pas forcément. On a fait du bon son, on a remis du son différent, mais pendant toutes les prises, elle disait tout en hurlant. Enfin bref. Et le chien évidemment s'en foutait. Il allait vers sa maîtresse, on l'a planqué derrière des meubles. Enfin bref. Voilà. Mais c'est toujours rigolo de travailler avec des animaux parce que ça nous montre la folie, l'absurdité de notre métier. On se dit franchement, ils nous regardent, eux, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi ces gens avec tout ce bordel. Donc, voilà. Mais c'est vrai que non, c'était magique avec Messi, ce qui s'appelle Messi dans la vraie vie. Moi, je connais rien au foot, j'ai compris très récemment que c'est un joueur de foot, Messi. Donc, j'ai quand même passé 1 an et demi à bosser avec un chien sans savoir que son nom venait d'un footballeur. En tout cas, bon, le chien était extraordinaire, franchement. On a bossé avec une toute petite structure artisanale. J'avais bossé avec des grosses boîtes avant, mais vraiment des gros trucs qui nous entourloupent, qui nous disent oui, mon chien fera des trucs extraordinaires, et puis le chien il arrive, il fait rien, et puis il dit bah oui, bah, c'est un animal, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc là, t'as signé, et puis tu te retrouves avec le chien qui fait rien quoi. Et là c'était l'inverse, c'est une femme qui a très peu de bêtes et qui aime vraiment ses animaux. Bon, pardon, en fait c'est. Je n'avais pas prévu de faire toute la rencontre là-dessus, mais c'est une façon d'introduire. C'est pas un film on va arrêter, en fait, ça va pas du tout là. La fille qui vient avec son torticolis par les queues de chien, ça va pas. Je suis en bout de course, hein, c'est vrai que pardon, vas-y Stéphane, on va parler d'autre chose. Non, mais on va vérifier un tout petit peu. Bien sûr. Le chien a des yeux bleus et c'est très très frappant. Ouais. Celui qui a reçu la Palme Dog ne les savait pas. Mais oui, c'est c'est pas le vrai chien en fait. Voilà. Non, pardon, c'était pas ça dont je voulais parler non plus. Non, mais la vérité, c'est un truc de dingue. La Palme Dog a été volée. Et oui. Parce qu'en fait, il y a un autre chien qui enfin un scoop. Et le maître a volé la Palme Dog. Ce qui fait que la maîtresse du vrai chien pleure depuis 1 mois, depuis 3 mois, je veux dire. Donc là, la Palme Dog, c'est le meilleur chien de tout le Festival de Cannes, ça existe vraiment. Hein, ça, on l'a pas complètement inventé. Et alors, ces yeux bleus sont très frappants parce que quand même tous les personnages du film ont les yeux bleus. Et du coup, ça participe quand même d'une espèce de logique de contamination et notamment de substitution entre le chien et le mari. Tout à fait, ouais. Ouais. Et ça, c'est. Non, mais tout à fait, pour moi, c'est un fantôme du mari. Bon, on dit plein de trucs qu'il ne faut pas dire. Enfin, ça va, on ne se spoil pas grand-chose. Hein. Mais non, moi, j'ai pas spécialement Enfin, je suis pas spécialement obsédée par les yeux bleus. Mais mon chef opérateur m'a dit aussi, pardon, je casse le mythe, mais il m'a dit, oui, on verra rien, s'il n'a pas les yeux clairs, on aura du mal à voir, etc. Donc moi j'avais flashé sur d'autres chiens visuellement plus moches. Moi j'aime bien les chiens pas spécialement esthétiquement sublimes quoi. Et en fait il me disait ouais mais on verra jamais son regard et effectivement vous le verrez, le regard du chien est très important dans le film. On reste encore sur une problématique animale. Oui, alors on est à l'orée du film. Alors ce personnage secondaire qui finalement a quand même de l'importance, qui structure le film, prépare d'une certaine façon un autre personnage dont on ne voit pas tout de suite qu'il est important, et là c'est plus compliqué d'en parler sans en parler, mais c'est que l'enfant aussi est très très en retrait. Ouais. Et or, les enfants sont très présents dans ton cinéma, et par exemple, la bataille de Sophie Reneus commence vraiment par eux, ils sont tout petits, ils crient très 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 fort, mais du coup ils sont vraiment au centre. Ouais. Là, l'une des beautés du film, c'est vraiment de faire en sorte que ce personnage se déploie et finisse par avoir un point de vue et une consistance, et vraiment une des forces de l'émotion du film tient à la prise de pouvoir de cet enfant. Je le dis de façon très éludée. Non mais merci, c'est vrai que on peut dire une chose, c'est que c'est vrai que dans l'écriture ça a été, que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les films de procès on avait vu plein, aujourd'hui il y a tellement de documentaires passionnants sur des faits divers, des trucs, enfin je veux dire, il y a tellement d'histoires que voilà, il fallait trouver l'endroit où, et c'est vrai que quand on a commencé à écrire, on avait cette idée vraiment du tandem mère-fils très fort, avec cette idée de l'enfant qui va se poser la question, est-ce que je peux croire en ma mère, qui est-elle quoi, qui est ma mère quoi, en fait, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas. Mais il y avait aussi l'idée vraiment de mettre l'enfant au centre du procès, au centre du tribunal, et de vraiment, en fait il est comme vous en fait, l'enfant, il est dans la même position que vous, c'est-à-dire qu'il est malvoyant, pas comme vous, mais je veux dire, il n'a pas vu certaines choses en fait. Donc il part avec une forme de manque. Et en fait, voilà, il est dans la même position en tout cas que le spectateur, et il va recevoir de la même façon presque en fait que le spectateur
un procès dans la tronche, quoi. Donc voilà, et pas n'importe quel procès, le procès de sa mère. Donc c'est vrai que le fait d'avoir placé cet enfant au centre a été vraiment, je pense, le moment où on s'est dit, ok, peut-être ça, je l'ai moins vu au cinéma, ou d'avoir vraiment cette figure comme ça, et par rapport à ce que tu disais, pardon, je te tutoie. Un peu, c'est bon. Non, mais c'est que du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment l'idée que progressivement, voilà, cet enfant va prendre de plus en plus de place. Mais je vous en dis presque trop par rapport à... Non, ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est qu'effectivement, c'est un double du spectateur par rapport à ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas vu ou ce que nous ne savons pas, spectateur. Mais que du coup, le fait qu'il soit handicapé, partiel, permet de souligner un travail, à mon avis, pas suffisamment souligné par la presse, qui est l'incroyable travail sur le son du film. Merci. Bravo. Quelqu'un a déjà vu le film. Ouais, c'est ça. Et probablement que quand même, un des sujets du film, c'est ça la deuxième question, Méliès posée comme ça de façon très très brute, mais c'est que certes, ça parle d'une dissension dans un couple, mais le couple diégétique, le couple homme-femme, est aussi d'une certaine façon un couple image-son. Et j'ai l'impression que le film parle aussi de ça, de ce frottement entre l'image et le son, de quand l'image est présente, quand l'image est absente, quand le son seul existe, pour nous, pour les jurés. Qu'est-ce que tu dirais de cette question? Ça a été franchement l'un des axes majeurs quand on a démarré l'écriture. Moi, je pense que j'ai un rapport au son qui est extrêmement fort. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune, mais j'ai aussi, comment dire, des archives sonores, mais alors, voilà, des cassettes, des choses de quand j'étais petite, qui sont pour moi beaucoup plus puissants que des cassettes VHS ou que des vidéos qu'on a dans notre téléphone. Je trouve que les archives sonores, pour moi, me font pleurer en 2 secondes, me mettent dans des états ouais, je pense qu'une archive sonore, qu'est-ce qui se passe quand on entend du son et qu'on n'a pas d'image? On se met à fantasmer, délirer, on voit le pire, on imagine le pire, on imagine le plus fou. On fantasme aussi des fois notre jeunesse comme elle n'était pas en fait. On imagine que c'était encore mieux que ce que c'était au pire. Donc je pense que c'est le manque qui crée une espèce d'action en fait, et qui est passionnante. Et ce que tu dis c'est vrai, c'est qu'en fait je pense que je pense que ce film, dès qu'on a écrit, on s'est dit ça va être un film justement qui va être qu'on va vraiment servir de tous les outils du cinéma. C'est vraiment le son, l'image et cette bascule constante en fait entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas constamment. Et d'ailleurs, pour revenir au chien, c'est vrai que le chien voit ce que l'enfant ne voit pas. Par contre, le chien ne peut pas parler, là où l'enfant peut parler. Il y a vraiment cette idée, voilà. Pardon, je ne sais plus quelle était l'axe. Non, mais tu as répondu tout à fait. Je complète un tout petit peu parce que ça aussi ça m'a frappé. Non, mais on pourra en parler 1 heure de son. C'est vrai que c'est passionnant en fait cette question. Ouais. Mais cette question-là du handicap de l'enfant me paraît aussi être un truc qui raconte quelque chose du style particulier de ce film dans ta filmographie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore plus peut-être que dans d'autres films, à la fois le déploiement d'une très grande maîtrise formelle et en même temps une peur de cette maîtrise pour faire en sorte de créer un cinéma qui soit sensible à l'impur. Oui. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le style, que par exemple, y compris si je compare avec tes premiers films où la question des médias était déjà présente, le personnage principal qui travaillait à LCI, tout ça, il y a ici une intégration du monde des médias pour pouvoir faire en sorte que le procès soit parfois filmé de façon moins jolie qu'il ne le serait dans d'autres films de procès, enfin, et qu'il y a ce travail-là pour créer une émotion propre à l'impur. Tout à fait. Je pense qu'aussi ça vient du fait que, encore une fois, on a beaucoup de films, de vidéos, etc., où tout est très... Enfin, pas dans les documentaires. Les documentaires, justement, il y a souvent quelque chose d'assez impur, assez sale, qui est intéressant, qui me passionne. Mais dans les films de fiction, souvent de procès, tout est très géométrique, on a l'impression que Dieu parle, qu'il y a une lumière au-dessus bien, les gens sont tous très sérieux. Enfin, quand tu vas dans... moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des procès, dans des salles d'assises ou des salles de comparution immédiate. Bien avant le film. Bien avant le film, ouais. Parce que moi j'ai fait les Beaux-Arts quand j'étais très jeune, à 18 ans, et j'ai passé ma vie au tribunal parce que quand j'étais étudiante. Bref, non mais je vais pas... vous n'allez jamais voir le film. Attendez, non mais tout ça pour dire que quand tu vas dans une salle, c'est vrai qu'il y a vraiment la sensation que les gens sont fatigués, ils transpirent, ils ont faim. Ils ont une manière de parler qui n'est pas... Voilà. Donc on a essayé d'être plus impur dans cette impureté-là. Et c'est vrai que ça va jusqu'au cadre, jusqu'à l'image, où moi je pense que le film plaisait plutôt à l'écriture, et du coup j'avais peur de faire un objet un peu lisse, un peu froid.
Donc on a essayé d'amener beaucoup d'accidents dans la manière de tourner. Tout ce qui était accidentel en film, je l'ai gardé quasiment, je l'ai mis... Donc des fois ça a fait des petits problèmes parce que mon joueur m'a dit pourquoi tu choisis la prise la plus moche Je dis oui parce qu'il se passe un truc super qui n'était pas prévu ou quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on a un tel niveau de technologie aujourd'hui, tu vois. Tout est parfait, tout est nickel, tu vas voir ta Netflix, je sais pas quoi, tout est nickel quoi. Et en fait, moi c'est l'inverse, ce qui m'attire aujourd'hui, c'est des formes un peu bizarres, ouais, pas lisses quoi. Mais en tant que spectatrice déjà. Bon, le film reste un film normal, je veux dire. Du coup, mais ils ne sont pas partis pendant ta réponse, ça c'est ton déclaration. C'est ça qui ne donne pas du tout envie. J'en liste encore deux. Ouais. D'abord, je voudrais que tu nous dises quand même un mot du casting et des acteurs et actrices que tu choisis. Il y a un élément commun d'ailleurs à d'autres films antérieurs, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs cinéastes, ou de cinéastes qui d'habitude ne sont pas acteurs et qui apparaissent ici, notamment Samuel Théis, le formidable réalisateur de Petite Nature, qui était Mouillé l'année dernière. Super film. Ouais, j'adore, vraiment j'adore. Mais pas seulement, Sophie Filière qui apparaît dans ton film et qui est morte cet été, hélas, qui était par ailleurs une formidable scénariste et réalisatrice. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi d'avoir ce type de présence, évidemment? Tu auras ramené une Virginie Vernier dans d'autres films. Il y a eu Wajdi Mouawad aussi qui est là, enfin, qui fait une apparition aussi, enfin, même plus qu'une apparition. C'est vrai que c'est la directrice de casting qui est formidable, Cynthia Ra, qui... je pense qu'il aime les acteurs. Elle n'aime pas quand je dis qu'elle n'aime pas les acteurs. C'est pas ça, mais c'est qu'elle a ce truc de ne pas fantasmer tout le temps ce métier-là, en fait. Donc elle s'intéresse autant aux acteurs qu'aux non-pros, qu'aux gens. Donc c'est vrai qu'elle m'amène toujours des gens voilà, différents, en fait. Et c'est vrai que quand tu vois débarquer Wajdi Mouawad dans ton casting, il y a un truc qui se produit, quoi. Le gars, il a une vie, donc c'est pour certains rôles, des fois, c'est important d'avoir quelqu'un qui a fait autre chose que d'être comédien dans sa vie, je pense. Et en l'occurrence, Sophie Filière, alors bon, là, tu me prends par les sentiments, parce que moi, Sophie, c'est quelqu'un de tellement important, c'est une douleur immense. En plus, je ne savais pas qu'elle était malade, donc j'ai appris en plein été qu'elle allait mourir quasiment du jour au lendemain, donc c'était extrêmement violent. C'est quelqu'un qui a été extraordinaire avec moi, déjà dès Victoria, qui a mené quelque chose. Pour moi, et c'est fou parce que je lui ai dit, elle a vu le film avant Cannes, et elle m'a dit qu'elle adorait le film, et je lui ai dit, je suis désolée parce qu'elle a été beaucoup coupée au montage, mais je te filmerai dans mon prochain film, j'adorerais te refilmer. Et puis elle m'a rien dit, mais elle devait savoir qu'elle était très malade. Mais c'est quelqu'un pour moi qui amène quelque chose, évidemment, de... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un cerveau, Qu'est-ce qui fait aussi que quand tu vas dans une salle de tribunal, les gens qui sont là dans le public, ça ressemble pas à des figurants, quoi. C'est que les gens, ils ont des vies, en fait. Ils ont des vies, ils pensent, ils ne sont pas des êtres... Et c'est ça qui est très complexe, en fait, avec le casting. C'est que souvent, tu te retrouves dans des situations où les gens adorent tellement le cinéma, c'est super, mais ils ont... Des fois, il y a un déficit de quelque chose, justement, d'un peu sale, un peu... Voilà. Et ça c'est quelque chose qui se produit, que je trouve magique, quand il y a une diversité, vraiment, de gens pro, pas pro, un chien, voilà, parce que ça crée en fait le mélange de tout ça, ça crée quelque chose, parce que les pros vont être moins à l'aise, parce qu'ils disent il faut qu'ils prennent en considération ceux qui ne savent pas, ils sont tendus, mais du coup tout ça crée quelque chose d'intéressant. Mais bon, après ça ne marche pas à tous les coups, là on a eu beaucoup de chance, on a eu vraiment du temps aussi pour faire le casting. Elle dispose de la petite dernière, ouais. Elle est plus compliquée pour répondre avant qu'après, mais c'est compliqué de pas du tout parler de ça. Ouais. C'est que le film parle aussi du couple, ouais. de l'égalité dans le couple. Ouais. Et il le fait à fond renversé sur les partages des tâches quotidiennes, entre autres. J'essaie de dire ça de façon très globale, mais une des audaces du film, c'est quand même ça, que la femme ne soit pas dans le rôle habituel, et qu'elle soit plutôt dans le rôle de celle qui ne s'occupe pas des enfants, par exemple. Pourquoi c'était important de ne pas suivre l'ordre social, j'allais dire, mais au contraire d'être avec une sorte de temps d'avance sur la société, pour voir quels étaient les effets produits par une nouvelle égalité ou quelque chose de cet ordre-là. Parce que je pense que c'est des questions qui me concernent, je me sens concernée par ça en fait. J'ai pas fait beaucoup d'efforts en fait pour chercher ça, parce que moi je vis comme ça depuis 12 ans en fait. C'est des questions que je trouve passionnantes, qui sont très complexes en fait, parce que c'est très compliqué de l'égalité dans le couple en fait. C'est quelque chose qui est quasiment, c'est une utopie en vrai. C'est très rare quand tu vas vraiment fouiller chez les gens, tu te rends bien compte qu'il y a toujours un des deux qui se fait un peu bouffer quoi. Des fois ça arrive.
Mais il faut réinventer cette chose-là constamment. C'est compliqué en fait, hein, et c'est pas toujours celui qu'on croit qui... Mais c'est des questions qui sont passionnantes, qui sont toujours un peu plates quand on en parle comme ça, mais qui sont passionnantes finalement quand on les investit, quand on les incarne par des acteurs intéressants, quoi. Moi c'est sûr que là je vous en parle, c'est pas passionnant, mais... non mais c'est des questions voilà, qui sont plus actuelles maintenant depuis MeToo, on en parle plus, parce que c'est... Voilà, mais c'est... Comment ne pas spoiler là, vous... C'est le défi. Je patauge, mais parce que c'est délicat. Ouais. Les gens s'y retrouvent des fois, en tout cas, là-dedans. Enfin, vous vous y retrouverez peut-être, je sais pas. J'ai dit alternativement dans chaque rôle, par ailleurs. C'est un enjeu aussi. Oui. C'est d'ailleurs une des forces du film, vraiment, c'est qu'on est d'accord avec tous les personnages à tour de rôle. Ça, c'était une vraie question, et ça, pour revenir, ça fait presque écho à la question sur l'égalité. C'était le fait d'avoir écrit avec Arthur, qui est à la fois mon co-scénariste, mais qui n'est pas scénariste dans la vie, qui est cinéaste, et qui le fait de l'écrire, homme-femme, moins femme et homme, en fait, même si lui, il a écrit autant les rôles féminins que masculins, il y avait forcément ce match qui se rejouait quand même d'une certaine façon de discuter. Lui, il est toujours en train de dire, mais putain, tu t'écris toujours des rôles de mecs vachement sous des nanas, fais l'effort quand même de valoriser un peu le mec, etc. Donc c'est vrai que c'était intéressant en même temps de se confronter à son regard, des fois de se dire, mais quand même, tu vas trop loin là, à des endroits. Parce que je pense que, moi, en tant que spectatrice, les films que j'aime, en fait, c'est souvent des films qui me questionnent, où je me dis, voilà, et souvent, c'est des films qui m'intéressent moins, c'est des films à thèse, très voilà, manichéens, avec le connard, la connasse, je sais pas quoi. Enfin, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive à aimer d'une certaine façon un peu tous les personnages. Non, mais c'est très étrange comme discussion, parce qu'ils n'ont pas vu le film, ils ont une thèse avant le... Et alors, non, je reviens là-dessus sur les dialogues avec Arthur, Harry, le réalisateur de Diamant Noir et Odona. Parce que tu cites deux scènes en particulier qui étaient plus compliquées à écrire avec lui. Une dont on ne va pas parler, qui est la bande-son, dont on ne dit rien. Et l'autre qui est la première scène. Et là, pour le coup, je comprends moins. Autant la scène de la bande-son, je comprends bien que ça puisse faire l'objet d'un conflit potentiel. Autant l'ouverture du film, qu'est-ce qui faisait que vous aviez deux points de vue différents sur cette ouverture? Ce qui évite tout spoil. Ouais, vous allez le voir bientôt. C'est vrai que c'est une scène... C'est compliqué, mais bon, on va faire simple. Non, mais c'est une scène où il fallait à la fois ces discussions entre une personne qui écrit des livres et on ne sait pas si c'est une étudiante, une journaliste, voilà, on ne sait pas trop qui l'interroge. Et c'est vrai que moi je voulais être assez concise, que ce soit pas trop un truc trop intello, etc. Donc il y avait en même temps, il se passe une action au-dessus. Enfin, je suis en train d'écrire le film. Non, mais en gros, la situation est assez complexe, on va dire techniquement, à mettre en place et à écrire. Et c'est vrai qu'on n'était jamais d'accord sur la dose de parole, la dose d'action, la dose, etc. Mais c'est une scène, franchement, qui a été compliquée jusqu'au mix, parce que vous allez le comprendre très vite. C'est vraiment une scène... Une des scènes les plus complexes à la fois à tourner. C'est la seule scène, pour la petite histoire, qu'on a refait, qu'on a re-shooté. De tous les films que j'ai faits, j'ai jamais eu l'argent de re-shooter une scène, parce que quand on l'a fait une fois, le temps est passé. Et là, ma prod m'a appelé, m'a dit, elle est ratée. Donc on l'a re-shooté. Et comme je n'avais pas l'argent de rajouter du temps, j'ai enlevé une autre scène et je l'ai mise à la place. Mais c'est vrai que cette première scène a été... C'était un défi parce que voilà, et c'est vrai qu'Arthur l'écrivait, j'étais pas d'accord, je lui balançais, je lui disais c'est nul. Je l'écrivais, il me disait c'est de la merde, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que comme nous on n'a pas d'ego, au bout d'un moment, comme c'est pas quelqu'un que je connais pas, à qui il faudrait que je prenne des gants, avec qui il faudrait que je prenne des gants en disant oui c'est pas génial ce que tu as écrit mais c'est pas mal quand même. Enfin, là tu peux vraiment dire la vérité, donc ça va vite en fait, c'est-à-dire que tu peux vraiment dire c'est nul, voilà. Bon des fois il y a des petites vexations quand même. Mais c'est vrai que oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps quand t'es deux, de temps en temps tu as du recul, tu penses pas que c'est ton machin à toi, et tu te dis bon, est-ce qu'ils sont si intéressants que ça ces gens quoi. Donc tu repars, tu te dis ok, il faut que je trouve le chemin quoi. Deux, ça permet de se renvoyer la balle, c'est le geste du début, renvoyer la balle, dans l'escalier, sur la pesanteur. Je dis deux choses sur cette scène d'ouverture, parce qu'on peut parler que ça. Non, la première chose, c'est que parmi les choses comme ça qui vont résonner dans le film, il y a un truc très anecdotique, mais c'est que l'enfant passe son temps à dire au chien saute, 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 et évidemment ça va résonner
avec la suite du film. Ah, j'y avais jamais pensé. Tu vois? Ouais. Et Dezio, on parlait tout à l'heure de divorce possible entre l'image et le son, mais dans cette scène-là en particulier, le divorce, il est entre la musique et le texte, Ouais. parce que pour le coup, elle est du côté de l'écriture, de la langue, et il est, dans cette scène, en tout cas, du côté de la musique, et du coup, il y a une espèce de rivalité entre deux parts de la bande-son qui fait partie de la dimension de travail sur le langage cinématographique de ce film admirable. Merci beaucoup, Justine Trier. Merci Stéphane, merci à vous. Et j'espère que ça vous plaira, surtout parce que là, on a... Merci, et désolé de ne pas être là après, mais on a fait le job avant de manière très étrange, mais c'est bien. Et pour le coup, ça c'est vachement bien, on va le faire en salle 2, donc 500 personnes auront vu ce soir Justine Trier-Méliès, ce qui est carrément classe, je trouve. Merci infiniment d'être là ce soir. Merci.